Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, le journal. Ce journal vous est présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous, bienvenue. Le titre de l'actualité de ce vendredi. La sentence dans le procès de Joseph Kabila a été renvoyée au 19 septembre 2025. L'ancien président de la République, poursuivi par la haute cour militaire, risque la peine de mort. Il est accusé de complicité avec le groupe M23 soutenu par le Rwanda. Les détails dans cette édition d'information. À la une également, le Grand Équateur, une fois encore endeuillé. Plus d'une soixantaine d'enfants et une vingtaine de femmes se sont noyés. Le drame s'est produit le mercredi 11 septembre 2025 dans la rivière Baringa, près de la ville de Bosonkusu. Et au Nigeria, d'investir 60 milliards de dollars américains dans le développement des infrastructures gazières au cours de 7 ou 5 prochaines années, a annoncé Bayo Ojurali, directeur général de la Nigerian National Petroleum Company Limited, la compagnie nationale chargée de la gestion du pétrole et du gaz dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Bonsoir à tous. Bienvenue encore d'abord cette brève vendredi matin à Luanda. Le président angolais Joao Lourenço a reçu un message émanant de son homologue congolais de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce document lui a été transmis par Jacques Tshisekedi, envoyé spécial du dirigeant congolais. À l'issue de l'audience, ce dernier a indiqué aux journalistes que le message portant sur le renforcement de liens entre la Angola et la RDC dans divers secteurs. L'émissaire de Tshisekedi a exprimé le souhait de découvrir auprès de Joao Lourenço une détermination de développer des relations axées principalement sur le commerce et l'économie. Nous y reviendrons à force détail dans nos prochaines éditions. Je le disais au sommaire, la sentence dans le procès de Joseph Kabila a été renvoyée au 19 septembre prochain. L'ancien président de la République démocratique du Congo, poursuivi par la haute cour militaire, risque la peine de mort. En tout cas, c'est les réquisitoires de la haute cour, du procureur près de la haute cour de la haute cour militaire plutôt. Il est accusé de complicité avec le groupe armé soutenu par le Rwanda. Blaise Kuzola pour le reportage. La haute cour militaire a surpris ce vendredi en décidant de rouvrir les débats dans le procès qui oppose le ministère public à l'ancien président Joseph Kabila. Alors que la cour s'apprêtait à rendre son verdict, elle a finalement accédé à la demande de la partie civile, représentée par la République démocratique du Congo, qui a sollicité la reprise des discussions. L'affaire est donc renvoyée au 19 septembre prochain, date à laquelle 3 témoins devraient être entendus. Selon Maître Richard Bondo, avocat de la RDC, ces témoins viendront retracer devant la haute cour le personnalité et les comptes bancaires par lesquels transitent les financements de l'AFCM 23 RDF par le prévenu Kabila, ainsi que la réalité du fait qu'un étranger ait dirigé ces pays pendant 18 ans. Joseph Kabila, jugé par défaut, fait face à des accusations lourdes, trahison, participation à un mouvement insurrectionnel et crimes contre l'humanité. Ce charge repose notamment sur une supposée complicité avec l'Alliance du fleuve Congo et le mouvement rebelle M23 accusé d'être soutenu par le Rwanda. La décision de la Cour marque un tournant. Ce qui devrait être la journée du verdict devient désormais une étape supplémentaire dans un procès qui passionne l'opinion publique. Au-delà de la figure de l'ancien chef d'État, c'est l'avenir de la vérité judiciaire qui se joue. La question des financements, des complicités, des responsabilités dans la guerre de l'Est continue de hanter les pays. Le 19 septembre, tous
les regards seront tournés vers la haute cour militaire pour savoir si ces nouveaux témoignages apporteront des éléments décisifs dans ces procès inédits de l'histoire congolaise. Et la délégation gouvernementale est arrivée jeudi 11 septembre 2025 à Uvira, siège provisoire des institutions provinciales du Sud Kivu. Cette délégation, conduite par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacques Chabani, accompagné du ministre d'État, ministre de l'Industrie, Meboji Sangara, le ministre de la Coopération régionale, Floribert Anzoulouni, et le ministre plutôt délégué à la défense en charge de anciens combattants, et les Tamboué est allé constater une situation préoccupante qui prévaut dans cette partie du pays. Blessé que cela. À son arrivée, la délégation a été accueillie par le gouverneur Jean-Jacques Pourouzi et tant d'autres autorités politico-administratives, les autorités militaires, la société civile, les forces vives ainsi que le délégué de Patriote Wazalendo. Cette mission est venue réconforter, pacifier et restaurer l'autorité de l'État dans cette partie du pays où la population a connu des journées de turbulences, de vives tensions et aussi bien le journée ville morte récemment décrétée par la société civile locale et les forces vives. Aussitôt arrivé, le vice-premier ministre de l'Intérieur Jacques Chabani a présidé une réunion du Conseil de sécurité, question d'avoir un aperçu général sur le plan sécuritaire, bien avant de procéder aux consultations de toutes les forces vives locales, notamment le représentant de toutes les communautés locales de la ville d'Uvira. On revient au procès Joseph Kabila alors que le procès s'annonce continue jusqu'au 19 septembre prochain. Le Front commun pour le Congo exige des preuves tangibles contre l'ancien président de la République, mais aussi l'attente reste au rendez-vous, notamment à Goma, Lubumbashi et Lukasi. Suivez Marie-Ange Mouchobekwa ainsi que nos correspondants joints au téléphone par Chouchou Karoura et Blessed Kuzola. Pour nous, au FCC, nous pensons que le fait que la partie civile ait demandé à la Cour de rouvrir le procès afin de lui permettre de présenter des nouvelles preuves démontre à la face du monde que les prétendues preuves que la partie civile avait présentées lors des précédentes audiences ne tenaient pas la route. C'était une invention pour salir l'ancien président. En fait, à Lubumbashi, la situation est calme. Bon, Lubumbashi est conservatif de l'ex-président Joseph Kabila Kabange. Alors, la population est calme. Tout le monde attendait la décision finale de la justice. Mais jusque-là, rien ne fait. Alors, ils sont impatients d'être informés sur la suite de l'ex-président de la République, mais sinon, qui ont estimé que le président Kabila ne pouvait pas être condamné. Ces derniers doivent être acquittés. Par rapport à la situation du verdict, pour dire vrai, à Kaleni, il y a du silence, parce que c'est une ville où on ne parle pas trop de la politique et surtout ce qui concerne Joseph Kabila, c'est chez lui. Donc, pour dire vrai. Et le problème est que la basse population, je peux dire en général, là, est en train d'évacuer librement à leurs occupations, à part ceux qui s'intéressent beaucoup plus à la politique et qui sont connectés à travers leur téléphone pour entendre la sentence déjà à partir de Kinshasa. Alors, il y a déjà une certaine catégorie, déjà ici au Nord Kivu, vous êtes sans ignorer que le Nord Kivu, c'est une ville contrôlée par la FCM3, dans laquelle M. Kabila s'est séjourné il y a quelque temps. Il y a certaines personnes, certains habitants qui pensent que c'est peut-être à cause de sa présence à Goma, qui prouve une certaine alliance avec la rébellion du M23 qui fait assez que Kinshasa précipite ce procès jusqu'à prononcer même le jugement qui est entendu ce vendredi. Et le vice-premier ministre, ministre en charge du budget, Adolphe Mouzito, accompagné de son vice Élysée Bokoumwana, a échangé plutôt jeudi 11 septembre au centre financier de Kinshasa avec une délégation du collectif national de médecins non primés venue plaider pour la régularisation de la situation socio-professionnelle de ses membres. Blessed Kuzola pour le reportage.
Ces blouses blanches ont fait savoir au vice-premier ministre du budget Adolphe Muzito qu'ils attendent de lui comme patron du budget l'épuisement du fichier UNEPS qui comprend aujourd'hui 1600 médecins du pays non alignés à la prime. Nous sommes venus voir le vice-premier ministre, question de solliciter un quitus pour l'épuisement du fichier INPES. Le fichier INPES, c'est ce fichier qui regorge tous les médecins non primés du pays. À ce jour, ce fichier compte 1600 médecins. Le VPM Liaou, qui est le président interministériel de suivi du dossier Bibois, il nous a dit qu'il est possible, mais il faut que le budget dispose de moyens. À en croire Jocelyn Landou, c'est une véritable satisfaction teintée d'espoir pour le médecin non primé au regard des assurances du patron du budget qui a promis de prendre en compte leurs préoccupations. Étant père des familles, mais aussi beaucoup plus responsable de ses engagements, il nous a rassuré de prendre en compte notre demande et surtout que c'est un fichier qui devait être épuisé depuis très longtemps, mais le gouvernement malheureusement n'avait jamais respecté ses engagements. On attend une suite favorable par rapport à sa promesse. Ceci dit, le président du collectif national de médecins non primés de la RDC s'attend à la résolution de leurs problèmes dans les tout prochains jours. On parle toujours de l'économie et finances, où le gouvernement congolais vient d'amorcer un tournant décisif dans la gestion de la fiscalité du pays. Une réforme majeure du système d'imposition qui est entrée en scène en tout cas avec pour objectif de renforcer la transparence et d'élargir l'assiette fiscale. Reportage de Daniela Kalala et Gigi Nene. À Kinshasa, la première ministre Judith Suminwa a lancé une campagne de sensibilisation à la réforme de la fiscalité directe. Une réforme qui vise à remplacer un système vieux de plus de 50 ans, hérité de l'ordonnance loi de 1969. La nouveauté, 2 impôts distincts, l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu des personnes physiques, remplacent désormais le régime unique qui s'appliquait sans distinction entre entreprises et particuliers. Un changement présenté comme nécessaire par le gouvernement pour corriger les disparités de traitement entre contribuables, réduire les risques de corruption et renforcer la mobilisation des recettes publiques. Ce système d'imposition, comme cela a été dit avant moi, avait pour effet de ne pas distinguer clairement entre la fiscalité des sociétés et celle des personnes physiques et de créer une disparité fiscale où 2 personnes physiques disposant d'un revenu identique pouvaient être soumises à des charges fiscales différentes selon la nature de leurs revenus. Autre innovation, l'introduction de la facture normalisée censée améliorer la traçabilité des transactions et élargir l'assiette fiscale. L'année 2026 marquera une étape historique pour notre pays. Avec l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur les revenus des personnes physiques, nous dotons la République démocratique du Congo d'un système fiscal conforme aux standards internationaux, équitable et adapté à notre réalité économique, telle que cela est repris dans l'ambition que vous avez portée devant l'Assemblée nationale. Face aux inquiétudes du secteur privé, le gouvernement promet une concertation continue pour adapter la réforme sans fragiliser le climat des affaires. Alors je me tourne vers vous, Dieudonné Bonali. D'abord, bonjour. Bonjour, José Junior. Comment ça va alors que vous voyez, vous venez de suivre le ministre des Finances et la première ministre Judith Suminwa, très optimiste par rapport à ce qui est fait. Est-ce qu'on peut avoir une idée exactement de quoi est-ce qu'on parle et quelles sont les innovations de cette réforme? Bon, avec cette nouvelle réforme, José Junior, la RDC met fin à plus de 50 ans de fiscalité cellulaire instaurée en 1969, un système jugé complexe par le gouvernement, injuste et dépassé. La nouvelle loi numéro 23/053 du 30 novembre 2023 a institué 2 impôts clairs et modernes. Il s'agit de l'impôt sur les sociétés, 30% sur les bénéfices, et deuxièmement de l'impôt sur les revenus des personnes physiques, barème progressif pour plus de justice fiscale et sociale. Son application vise dès le 1er janvier 2026.
concomitamment avec l'introduction de la facture normalisée. Il y a plusieurs avantages. En ce qui concerne par exemple les assujettis de l'impôt sur les sociétés, 30% des bénéfices. On a constaté sur le terrain, selon les enquêtes menées par les régies financières, que certaines sociétés s'est déclarées en faillite, mais 5 ans, 10 ans plus tard, elles continuent toujours à exister dans le monde des affaires et à engager des bénéfices. D'autres minorer les bénéfices et d'autres aussi déclarer des bénéfices zéro ou bien des soldes négatifs, pour ne pas dire des pertes. Donc cette loi vient corriger... Voilà. Maintenant, cette loi vient corriger cette erreur parce qu'il y avait un problème de justice et d'équité sociale. Ne payer cet impôt de 30% sur les bénéfices que les entreprises, personnes morales, ayant réalisé des bénéfices au courant de l'année. Mais avec la nouvelle loi, que vous ayez réalisé des bénéfices ou pas, il y a une base d'imposition minimale de 1% que vous devez payer. Même si vous avez réalisé des pertes, vous payez au minimum 1% du montant là du chiffre d'affaires. Et même si vous avez réalisé des bénéfices, on va terminer par cette question. Est-ce que ce n'est pas tout simplement une sorte de pression supplémentaire aux opérateurs économiques? Et pourquoi lancer la sensibilisation d'envergure en ce moment précis? Et qu'est-ce que ça vise? Ce n'est pas une pression supplémentaire. On ramène un groupe d'entreprises qui évoluent. Je voulais parler des personnes physiques et morales qui échappaient à l'impôt. On les pousse à payer l'impôt, un minimum de 1%. Concernant la vulgarisation, c'est très important. Beaucoup de réformes échouent, faute de sensibilisation, faute de vulgarisation. Il faut informer jusqu'au dernier assujetti pour que ces derniers ne puissent pas en prétexter. Et il y a aussi l'adage qui dit « nul n'est censé ignorer la loi ». Et puis, deuxièmement, c'est pour comment avoir une plus grande participation et pour que les contribuables, les assujettis puissent s'approprier la nouvelle loi. Parce que payer l'impôt, c'est un devoir civique. Cette intervention, je suis obligé de vous arrêter parce qu'on est pris par les temps. Merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien avec nous. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions économiques et de géopolice. Et Dieudonné Bonali, directeur de Géopolice Magazine. À très bientôt. Et la dégradation de la qualité de services de télécommunication qui fait couler encre et salive dans le monde cellulaire en République démocratique du Congo. Gouvernement, opérateurs économiques et entreprises de construction, responsabilité devant les plaintes récurrentes des consommateurs. Interrogé jeudi sur la question, l'entrepreneur et expert en nouvelles technologies de l'information et de la communication, Pépé Loubo, a donné avec exactitude les causes et les conséquences de cette situation. Dieudonné Bonali. Merci pour cette opportunité que vous m'avez donnée pour m'exprimer sur vos antennes concernant les perturbations que connaissent les abonnés. Non seulement les réseaux que vous avez cités, mais c'est l'ensemble des opérateurs de télécommunications. Il est important de préciser d'emblée que dans un réseau GSM, il est très rare qu'une panne touche tous les pays au même moment. Ça, tout le monde doit le savoir. La plupart du temps, les perturbations, normalement, sont localisées. Lorsqu'un abonné, par exemple, est alimité et rencontre des difficultés, cela ne veut pas dire que c'est toute la ville de Kinshasa qui est concernée. Et c'est ça la technologie des GSM. Souvent, c'est généralement une zone précise, selon eux, et cette ignorance mérite d'être comprise par l'opinion publique. Et d'où viennent alors les pannes répétitives et cette mauvaise qualité des services? Vous devriez savoir que dans près de 98% des cas, ces pannes-là sont dues aux chantiers routiers ouverts un peu partout ici à Kinshasa. Moi, je rends pratiquement hommage au gouverneur de la ville de Kinshasa pour tout ce qu'il est en train de faire comme travail. Mais toutefois, dans la pratique, les engins des chantiers, ils sectionnent les câbles et des fibres optiques. Faute d'une supervision stricte de l'OVD, qui est pourtant responsable du droit des passages qu'on appelle en anglais les right of way,
et la cartographie des réseaux souterrains. Avant normalement de creuser, il faut savoir où passent les fibres télécom, les conduites d'eau ou bien les lignes électriques. Et tout ça, normalement, c'est l'OVD qui doit vous donner les orientations. Or, trop souvent, ces travaux ou ces travaux de coordination n'est pas fait et c'est l'abonné final qui subit les conséquences. Face à cette situation, une action gouvernementale a été enclenchée. Et parce que je venais de lire un article où je vois, et d'ailleurs je félicite son Excellence José Panda, le ministre des Postes et des Télécommunications, qui a exigé la création d'une commission mixte et interministérielle. Et cette structure, je pense, regroupera plusieurs ministères, et notamment son propre ministère qui est le ministère du PT, c'est-à-dire Postes et Télécommunications. Je pense qu'il faut y associer, ou peut-être dans l'article, je pense qu'on a parlé de la PTC, et nous avons aussi l'OVD, et pourquoi pas l'hôtel des villes, afin de mettre en place des procédures qui peuvent être claires et éviter la destruction des infrastructures essentielles lors des travaux publics. Mais les opérateurs, eux aussi, ils ont un rôle à jouer. Ils doivent investir davantage dans les déploiements de leur réseau en multipliant les boucles redondantes, en mettant par exemple les fibres aériennes, d'ailleurs moins exposées aux engins des chantiers. Ces mesures vont permettre non seulement de garantir une meilleure continuité des services des abonnés, mais aussi de protéger les revenus des opérateurs et aussi les recettes fiscales du trésor public. Alors en conclusion, moi je peux dire que les coupures actuelles ne sont pas une fatalité, mais avec une meilleure coordination entre institutions publiques et privées, et grâce à des solutions techniques adaptées, nous pouvons renforcer durablement la qualité de la télécommunication, la qualité des services et soutenir ainsi les développements de notre économie numérique. Donc, merci beaucoup. On parle de Couloir vers Kivu-Kinshasa, qui est un programme ambitieux aux multiples retombées socio-économiques pour la province de l'Ituri. Lors d'une rencontre tenue à Bunia ce vendredi 12 septembre au courant, le directeur provincial de l'Institut congolais pour la conservation de la nature Nord Kivu, Emmanuel Demerode, a présenté les avantages de ce projet au gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kashamajoni. Suivez ce reportage de la presse du gouvernorat de l'Ituri. Développement socio-économique, sécurité alimentaire, création d'emplois, autant d'opportunités que promet les projets Couloir vers Kivu-Kinshasa, un programme structurant pour relier les provinces de l'Est au reste du pays. C'était à l'occasion d'une séance de travail que le directeur provincial de l'ICCN Nord Kivu a présenté ses projets au gouverneur militaire de la province de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashamajoni. Disons les trois grands objectifs qui ont été établis par le chef d'État et qui ont été communiqués à travers le Conseil des ministres. C'est un premier objectif de créer 500 000 emplois. Un deuxième objectif qui est d'assurer la relance économique à travers la transformation agricole qui va enrichir à travers toute cette industrialisation les provinces de l'Est, en particulier les deux provinces du Kivu et l'Ituri. Et puis le troisième objectif, qui est un objectif, on peut dire, d'une importance mondiale, qui est la protection de la forêt. On a été instruit par le gouvernement d'assurer la protection de 100 000 km² sur l'ensemble de cette réserve communautaire qui est le couloir vert. L'implication de la province de l'Ituri demeure cruciale pour la réussite de ce projet. En loi créant cette nouvelle réserve communautaire, qui est la plus grande réserve terrestre du monde, et qui est axé sur la relance économique. Donc c'est un projet qui est extrêmement intéressant, mais qui dépend évidemment de l'implication de la province de l'Ituri pour qu'il réussisse. Porté par la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les projets Couloir vert s'éveut une main tendue vers les populations de l'Ituri, une opportunité que les communautés locales sont appelées à saisir pleinement en vue de stabiliser et d'impulser un nouvel élan de développement dans la province de l'Ituri.
Après tour de retour à Kinshasa, où l'assistance promise aux victimes des inondations survenues en avril dernier continue de faire débat. Ainsi, certains sinistrés confirment avoir reçu un appui de l'État congolais ce dernier jour. D'autres, par contre, se plaignent d'avoir été oubliés, pointant du doigt une gestion inéquitable de l'aide humanitaire. Suivez ce reportage de Myriam Likio, Dieudonné Boanali et Eli Kabea. À la suite des fortes inondations qui ont frappé Kinshasa en avril dernier, plusieurs familles ont vu leurs maisons inondées, emportées et parfois détruites, ainsi que leurs biens emportés. Face à cette triste situation, les autorités congolaises avaient promis une assistance aux victimes pour leur permettre de se relever avec des travaux d'infrastructure pour viabiliser les zones sinistrées. Ces derniers jours, certains sinistrés affirment avoir enfin reçu une aide, pendant que d'autres disent le contraire. C'est le cas d'une bonne partie des habitants du quartier Ndanou, à l'image de M. Jacques Botendo Olebe, l'un des notables dans le quartier éponyme, situé dans la commune de Limete. Pour notre quartier, ce n'est pas le cas. Parce que depuis que le quartier a été inondé, il y a eu des mouvements des autorités entre les ministres ainsi que certains députés de la ville-province de Kinshasa. Ils ont fait la ronde dans tous les quartiers où ils étaient victimes des inondations. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu y arriver chez nous à Ndano. Ils se sont arrêtés au niveau des vallées, au niveau de Massina, mais chez nous à Limete Ndano, qu'une autorité venir à l'aide, donc nous sommes allés vers les autorités pour laisser notre mémo. Mais depuis qu'ils nous ont répondu jusque-là, nous avons vu qu'une autorité venir pour que cette saison, que les habitants puissent être, ne fût-ce qu'en paix. À l'approche de la saison des pluies, les experts préviennent sur de fortes précipitations qui sont attendues, augmentant la psychose parmi la population. Des démarches menées jusqu'à présent ne semblent pas avoir produit des résultats escomptés, malgré la nécessité d'une intervention urgente des pouvoirs publics. Je le disais au sommaire, le Grand Équateur, une fois encore endeuillé pour plus d'une soixantaine d'enfants, une vingtaine plutôt de femmes se sont noyées tout simplement. Le drame s'est produit le mercredi 11 septembre 2025 dans la rivière Baringa, près de la ville de Bansankosso. Chouchou Kawa pour le reportage. Depuis le début de l'année 2025, la province de l'Équateur fait face à une série de naufrages causant des centaines de morts, dont un grand nombre d'élèves, d'enfants et de femmes. Ces stratégies sont principalement liées à plusieurs causes selon les habitants du Grand Équateur, entre autres le surcharge des embarcations, la navigation nocturne interdite mais tolérée. Pour en savoir plus, votre rédaction Géopolis a tenté de joindre quelques notables de Bansankosso, mais sans succès. Mais par contre, nous avons pu obtenir l'interview de Christophe Yokankumu, qui est coordonnateur provincial du panel des experts de la société civile depuis Mbandaka. À Bansankosso, ça fait 2 jours, parce que la tragédie a passé le mercredi vers 22h, selon les sources sur place. Il y a un bateau motorisé qui avait quitté des campements tout près de Bansankosso. À bord, c'était des enfants, des enfants qui, communément on appelle les élèves, et les femmes qui devraient se déplacer vers Bansankosso. Et c'était vers 22h la nuit que la baleinière a connu le naufrage. Et je ne peux même pas vous dire nombre de personnes qui étaient là, parce que nous savons tous ce qui se passe dans notre pays, où des jeunes livrent des manifestes vierges et que l'armateur ou soit le gérant remplissent de sa manière. Depuis le début de l'année 2025, la province de l'Équateur fait face à une série de naufrages meurtriers sur ces cours d'eau, précisément dans le lac et le fleuve, causant des centaines de morts, dont un grand nombre d'élèves, des enfants et des femmes.
Ces stratégies sont principalement liées dans les surcharges des embarcations. La navigation nocturne est interdite, mais tolérée en complicité avec les commissaires fluviales, les commissaires fluviaux et les commissaires lacustres qui autorisent ça. L'absence de contrôle de l'État. Toutes nos compassions aux familles endeuillées. Et revenons à Kinshasa, suite au décès tragique d'une patiente victime d'une caution jugée exorbitante dans les hôpitaux Aris-Jacdani et Diamant. Les systèmes de santé font face actuellement à une crise d'accès aux soins. Le docteur Bouama, un médecin à HJ, explique les mesures d'urgence mises en place en attendant la levée de la sanction, tandis que le président de l'ordre de médecins de Kinshasa étale plutôt les sanctions réservées contre les établissements pratiquant des abus financiers. Suivez cet élément de Gigi Niende. Cette mesure fait suite au décès tragique d'une patiente qui n'a pas pu être soignée à temps en raison d'une caution jugée exorbitante exigée par les établissements. Ce drame met en lumière les difficultés d'accès aux soins dans un système de santé déjà fragilisé où les coûts peuvent devenir un obstacle insurmontable pour de nombreuses personnes. Docteur Bouama, médecin à HJ, explique en attendant la levée de la sanction les mesures prises pour les soins des personnes en cas d'urgence. La décision de l'autorité est là. Les inspecteurs sont déjà passés. Nous attendons leur conclusion. En attendant, lorsque le malade arrive, on les oriente vers d'autres structures sanitaires. Le président de l'Ordre des médecins de Kinshasa réagit également à cet incident. Il a souligné que des sanctions sont prévues pour des établissements qui mettent en danger la vie des patients en raison de pratiques financières abusives. Les sanctions, les peines disciplinaires applicables aux médecins, donc aux membres de l'ordre des médecins, qui sont les médecins bien sûr, les peines sont des 5 ordres. Nous avons l'avertissement, les blâmes, l'interdiction temporaire ou permanente d'exercer une ou plusieurs ou la totalité des fonctions médicales. Il y a l'interdiction temporaire d'exercer la médecine, laquelle ne doit pas dépasser 6 mois. Et la dernière peine, c'est la radiation. Ces sanctions sont prononcées en premier ressort par les conseils provinciaux, notamment ici à Kinshasa, les conseils urbains de l'ordre des médecins. Mais ces sanctions ne sont prononcées qu'à l'issue de l'instruction au niveau de la commission de discipline. Donc les bureaux transmettent les dossiers au niveau de la commission pour instruction. Et dès que l'instruction prend fin au niveau de la commission de discipline, la commission transmet les rapports au bureau ainsi que les conclusions de l'instruction. Et à la suite de cela, le bureau va convoquer un conseil disciplinaire siégeant bien sûr en matière disciplinaire, si je peux me répéter ainsi, et prendre des sanctions au regard des fautes commises par les concernés. Cette situation appelle à une réflexion profonde sur les politiques de santé et les pratiques financières au sein des établissements médicaux afin de garantir un accès équitable aux soins pour tous. Tout de suite, la page internationale. Et la page internationale qui nous conduit cette fois-ci à l'Afrique de l'Ouest et au Nigeria, tout simplement, où on prévoit d'investir 60 milliards de dollars dans le développement des infrastructures gazières au cours de 5 ou 7 prochaines années. Je le disais au sommaire, c'est l'annonce de Bayo Ojulari, président directeur général de la Nigeria National Petroleum Company Limited, la compagnie nationale chargée de la gestion du pétrole et du gaz au pays, lors de la conférence Gasten cet événement qui est tenu en Italie, à Milan, en Italie, où il a pris cette conférence pour faire ses grandes annonces.
Cet investissement vise à augmenter la production de gaz naturel à 12 milliards de pieds cubes par jour et à renforcer la capacité de raffinage pour répondre à la demande mondiale croissante. Ojulari a précisé que le Nigeria dispose de plus de 200 champs pétroliers et gaziers encore inexploités, offrant ainsi des opportunités pour les investisseurs internationaux. Le gouvernement nigérien a amélioré le climat des affaires pour attirer les capitaux étrangers, renforçant la position du pays comme destination privilégiée pour les investissements dans le secteur énergétique en Afrique. Parmi les projets en cours, on note la construction de la station thermique d'Abuja, capitale du pays, d'une capacité de 1350 MW alimentée au gaz naturel, ainsi que la mise en place du pipeline Ajaokuta Koduna Kano, destiné à transporter le gaz vers le nord du Nigeria. Des partenariats ont aussi été signés avec des acteurs internationaux comme Golar, LNG et Shell pour développer des installations de production de gaz naturel liquéfié et de méthanol. Avec cet investissement, le Nigeria cherche à diversifier ses ressources de revenus, réduire sa dépendance au pétrole brut et renforcer sa position sur le marché mondial du gaz. Le pays espère également créer des milliers d'emplois, stimuler l'industrialisation et améliorer la qualité de vie de ses citoyens. Après le Nigeria, en Afrique de l'Ouest, allons cette fois-ci à l'Afrique australe, au Botswana, où le pays a lancé un nouveau fonds souverain pour stimuler la diversification économique en réduisant la dépendance aux diamants et en préservant la prospérité à long terme face aux défis économiques et la nécessité de diversifier ses ressources de croissance. Le Botswana a entrepris plusieurs initiatives. Gigi Nende pour le reportage. Le Botswana a lancé un nouveau fonds souverain pour stimuler la diversification économique en réduisant la dépendance aux diamants et en préservant la prospérité à long terme. La création du nouveau fonds souverain intervient dans un contexte marqué par l'affaiblissement de la demande mondiale de diamants et la baisse de la production locale. La Banque mondiale a récemment souligné que l'économie du pays reste fortement tributaire des exportations de diamants qui représentent plus de 90% des exportations nationales tout en créant peu d'emplois. Face à cette vulnérabilité, le gouvernement a entrepris plusieurs réformes structurelles visant à diversifier ses ressources de croissance et à former une main-d'œuvre qualifiée adaptée à un marché du travail en pleine mutation. Notons que cette initiative s'inscrit dans le programme de transformation économique du Botswana lancé le mardi 15 juillet 2025 qui vise à revitaliser l'économie et à réduire le chômage au Botswana. Ce programme repose sur 4 axes stratégiques: la transition vers une économie axée sur les services, l'établissement du pays comme un centre financier régional, l'utilisation de sa stabilité politique pour attirer les investissements et la réalisation d'une croissance durable et inclusive. C'est ça pour la revue de presse avec Blessed Kuzola. Bonsoir. Le média congolais revient ce vendredi sur l'incident et a précédé l'atterrissage de l'avion présidentiel à l'aéroport de Ndjili, mais aussi sur la mission gouvernementale à Uvira après des manifestations organisées par la société civile et les Wazalendo. Dans la nuit du mercredi à jeudi 11 septembre, une panne électrique d'envergure est survenue à l'aéroport de Ndjili, affectant la communication entre la tour de contrôle et plusieurs aéronefs à destination de Kinshasa, explique Actualité.cd. Cette situation a affecté l'avion présidentiel dont l'atterrissage a connu de retard. L'avion présidentiel rappelle le portail revenu d'Astana où le chef de l'État Félix Tshisekedi était en visite de 48 heures. À la suite de cet incident, annonce l'agence congolaise de presse, le directeur général de la régie des voies aériennes de la République démocratique du Congo a suspendu le commandant de l'aéroport international de Ndjili. Dans sa lettre, explique 7sur7.cd, le directeur général reproche au commandant de l'aéroport de
de n'avoir pas respecté ses instructions concernant l'achat d'un inverseur de charge et d'avoir maintenu en service un technicien jugé incompétent, lequel n'aurait pas appliqué le protocole prévu pour activer les dispositifs de secours. Parallèlement, ajoute Actu30.cd, d'autres sources aéroportuaires indiquent qu'une trentaine d'agents techniques affectés cette nuit de mardi à mercredi ont été arrêtés par la garde républicaine. Pour Mediacongo.net, l'aéroport international de Njili continue de fonctionner avec des équipements vétustes et une forte dépendance aux générateurs, exposant le trafic à des incidents aux conséquences potentiellement graves pour la sécurité des passagers et la régularité des opérations. Et pour Ouragan, cet épisode, survenu à l'une des plateformes aéroportuaires le plus stratégique du pays, démontre une nouvelle fois les défaillances techniques et organisationnelles qui affectent la sécurité aéronautique en République démocratique du Congo. Dans un autre registre, l'agence congolaise de presse renseigne qu'une mission gouvernementale est arrivée jeudi à Uvira, siège provisoire des institutions provinciales du Sud Kivu, pour restaurer l'autorité de l'État après des manifestations populaires liées à la nomination d'un nouveau commandant adjoint de la 33e région militaire. Cette délégation, avec à sa tête le vice-premier ministre chargé de l'Intérieur et Sécurité Jacquemin Chabani, a été accueillie par le gouverneur de la province Jean-Jacques Pourouzi, la société civile ainsi que par des délégués de Wazalendo, un groupe d'autodéfense qui appuie les opérations de l'armée dans l'est de la RDC, explique Actualité.cd. Fin de cette revue de presse, excellent début de week-end chez vous. Voilà qui met un terme à ce journal et nous voici les principales articulations. La sentence dans le procès de Joseph Kabila a été renvoyée au 19 septembre 2025. L'ancien président de la République poursuivi par la cour militaire risque la peine de mort. Il est accusé de complicité avec le groupe rebelle M23 soutenu par le Rwanda. Au sommaire également, nous avons parlé du Grand Équateur qui est une fois encore endeuillé où plus d'une soixantaine d'enfants et une vingtaine de femmes se sont noyés. Le drame se produit le mercredi 11 septembre 2025 dans la rivière Baringa, près de la ville de Bansonkousou. Et à l'international, il était question du Nigeria qui prévoit d'investir 60 milliards de dollars américains dans le développement des infrastructures gazières au cours de 5 ou 7 prochaines années. Annoncé Bayo, au jour Larry, PDG de la Nigerian National Petroleum Company, la compagnie nationale chargée de la gestion du gaz et du pétrole, lors de la conférence Gasten, un événement international sur l'énergie organisé à Milan. Nous sommes en Italie. Merci beaucoup. Vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.